Justement, sur ces limites, Jean-Marie Fardot, concernant cette limite au-delà de laquelle, effectivement, il faut s'exprimer, est-ce que vous sentez que vous avez des limites également? Vous avez des personnes sur le terrain, parfois, que cela peut mettre en danger? C'est-à-dire, à partir de quel seuil on décide effectivement de s'exprimer sans mettre en danger les personnes que cela concerne, que ces violations concernent directement? Oui, il y a plein de questions dans celle-là, donc il y a plusieurs niveaux. D'abord, effectivement, ça permet déjà de casser un peu à une idée reçue qui serait que les associations humanitaires d'urgence sont sur le terrain et les associations droits de l'homme ne seraient pas sur le terrain. Or, et avec tout le respect que j'ai pour les associations humanitaires qui font leur boulot et ils le font très bien, nous aussi, on est sur le terrain, pas du tout de la même manière, bien sûr, pas en aide directe, assistance directe aux personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire, mais on est aux côtés des personnes parce qu'on envoie des chercheurs, parce qu'on on soutient, et Karine, la FIDH est là et peut parler encore plus éloquemment que moi, sûrement du rôle et des risques pris par les ligues des droits de l'homme dans les différents pays ou par toutes les organisations de défense des droits de l'homme avec lesquelles nous sommes en lien permanent. Donc en fait, c'est devenu un vrai réseau international de défense des droits de l'homme et les gouvernements ne sont pas dupes et savent très bien que telle association locale ou tel défenseur local des droits de l'homme est en lien avec d'autres organisations. Et donc si nous parlons, effectivement, la conséquence peut être directe pour les gens qui incarnent dans le pays la défense des droits de l'homme. On l'a vu au Soudan, on l'a vu au Sri Lanka, on l'a vu en Guinée, etc. La liste, malheureusement, est très longue et bien sûr, Israël et les territoires palestiniens ne sont pas en reste dans le domaine. Donc, le seuil est quand même pour nous très bas, c'est-à-dire qu'a priori, une violation des droits de l'homme et du DIH avérée, et j'insiste sur ce mot parce que c'est encore une des limites que nous nous imposons, c'est la certitude des faits. Et bien des fois, je pense, mes collègues hésitent à sortir une information parce qu'ils n'ont pas encore pu la recouper, ils ont eu des témoignages très sûrs, ils vont encore peut-être prendre une semaine, 15 jours pour la vérifier avant de la rendre publique parce qu'on va avoir une exigence vraiment d'exactitude et de véracité des faits qu'on va rapporter, et ce qui peut donner un délai dans la transmission de l'information. Deuxième autre chose, c'est, je le disais tout à l'heure, donc en lien avec cette question de la présence sur le terrain, donc la protection des sources, la protection des acteurs de la défense des droits de l'homme. Dans nos rapports, comme je ne sais pas quoi, celui-là c'est sur la RDC, un autre sur la Sri Lanka, on en sort un tous les 3 jours, donc ça fait un petit volume. Vous ne trouverez aucune victime identifiable dans ces documents, sauf s'ils ont accepté que leur nom soit public. Même pas la zone où ils ont été interviewés pourra être identifiée. Donc vraiment, on fait très attention et c'est une exigence de tous les relecteurs dans l'organisation pour s'assurer que les documents soient non sourçables du point de vue des témoins qui ont pu nous faire confiance au moment de ces différentes violations des droits humains ou des DIH. Donc on a beaucoup d'exigences, mais à partir du moment où on est sur l'information, à partir du moment où on sait que les victimes sont OK, ou les témoins sont OK pour que cette information soit publique, nous allons le faire très rapidement et le plus rapidement possible. Parce que nous estimons qu'en tant que Human Rights Watch, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est notre rôle et c'est ce qu'on attend de nous, et en plus c'est le mandat qu'on s'est donné, mais on respecte tout à fait la démarche du CICR, et je ne voudrais pas comparer l'efficacité du CICR par rapport à l'efficacité du Human Rights Watch, ça n'a pas de sens de mon point de vue. Et nous sommes très modestes, et quand le CICR en arrive à devoir parler publiquement, c'est qu'en général, nous aussi, on n'a pas réussi à faire sauter une situation, à faire débloquer une situation comme le blocus de Gaza. Et donc, de ce point de vue-là, notre efficacité, elle n'est pas supérieure à celle du CICR. Peut-être qu'en mettant sur la place publique le 10 janvier 2009, l'utilisation de bombes au phosphore par l'armée israélienne à Gaza, en le disant tout de suite, certainement, on a contribué à créer un climat qui a limité l'utilisation de ces armes dans les jours qui ont suivi. Pour autant, on n'a pas touché au fond des problèmes qui touchent Gaza et le blocus en particulier de ce point de vue-là. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ne pas comparer ce qui n'est pas comparable entre l'efficacité de nos différentes organisations dans ce domaine. Alors, oui. Je voulais juste dire que je crois que ce qui est très important, c'est de considérer qu'il y a une réelle complémentarité entre le CICR et les organisations de droits de l'homme, qui n'est pas une complicité comme certains États le pensent, mais une complémentarité dans le sens qu'il y a
des différentes manières de faire le travail et que les deux se complètent bien et que par moments on est très heureux de savoir qu'il y a d'autres organisations qui peuvent dire ce que le CICR ne peut pas dire. Parce que la confidentialité, c'est quand même quelque chose qui est très lourd à porter par moment. Alors, est-ce qu'il y a aussi des actions complémentaires donc, entre le CICR, par exemple, et des ONG comme Action contre la faim ou d'autres ONG? Est-ce qu'il y a des actions communes? En fait, je voudrais rappeler d'abord que, bien sûr, le CICR a un statut particulier. Il est détenteur du DH, ce qui n'est pas le cas d'une ONG privée comme Action contre la faim. Donc, je dirais, voilà, on accepte ce débat, cette discussion qui est intéressante, mais chacun son rôle. Nous n'avons pas de personne qualifiée pour ça, ni notre mandat. Pour autant, j'ai rappelé qu'on avait un service plaidoyer, mais en appui justement aux besoins en eau, assainissement et alimentaire des populations dans ces domaines-là, pas dans des domaines droits de l'homme ou politiques, où d'autres ont des compétences que nous n'avons pas. Pour autant, que ce soit avec des ONG droits de l'homme ou que ce soit sur le DIH, quand nos équipes peuvent voir des choses, bien sûr, elles vont le faire savoir à ces personnes-là. Elles ne vont pas savoir publiquement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas notre mandat, ce n'est pas notre vocation, et le CICR est mieux placé que quiconque pour le faire. Bon, en même temps, on sait bien aussi toute la relativité de ces droits qui sont nécessaires, qui continuent à avancer. On voit les avancées du droit de l'eau, l'assainissement récemment. Ces droits humains sont nécessaires, mais les réalités du terrain de tous les jours font que ces droits sont bafoués, ils ne sont pas suivis, c'est le manque de moyens, y compris sur le DIH, où le CICR voudrait que les États soient encore plus présents pour suivre ces réalités. Donc il y a ce décalage entre ces besoins de terrain de population. Il faut pour autant avoir ces règles, ces rapports. Donc il nous arrive bien sûr de collaborer, d'apporter des éléments d'information, mais nous ne sommes pas dans notre mandat, ni les mieux placés pour faire ça. C'est la vocation du CICR. Alors justement, Action contre la faim, quelles sont les limites que l'organisation se pose, au-delà de laquelle donc, elle va décider d'agir, de parler, de dénoncer? Limite, on doit rester... Est-ce que c'est au cas par cas? Quand on dénonce l'état de population, on doit dénoncer l'état de population par rapport au domaine de compétences que nous avons, sur les domaines que nous connaissons, encore une fois alimentaire, au assainissement. Là, on va dénoncer que dans telle région, dans tel pays, des populations n'ont pas les moyens d'eux, sont victimes d'un manque d'accès, etc. Là, c'est là où nous sommes dans notre rôle. Nous n'allons pas aller sur des questions de droits de l'homme de DIH. Nous pourrons donner des informations, voilà, à des ONG droits de l'homme françaises, voire étrangères. Il y a des cas où on fait vers des ONG étrangères. Vous avez des exemples en particulier? Je ne préfère pas donner des exemples parce que bon, voilà, il y a des pays où on agit en ce moment. La Birmanie, par exemple, est un exemple. Et d'autres pays où voilà, c'est des choses qui se font, mais c'est pas systématique non plus. C'est quand c'est effectivement des points importants ou parce que nous avons des personnes d'ONG droits de l'homme qui nous posent des questions. D'une façon générale, je pense que lorsque nous sommes informés de violations du DIH, le CICR est bien avant nous informé à beaucoup plus d'éléments, voilà, compte tenu de ses compétences, de ses moyens, de ses équipes. C'est la réalité. Donc après, on peut abonder, mais il couvre aussi beaucoup de zones géographiques, donc on va abonder dans ce sens-là. Après, on peut être victime. Comme des personnes, des équipes ASEF l'ont été au Sri Lanka. Et effectivement, voilà, mais là encore une fois, y compris dans cette affaire, le CICR a pratiquement les mêmes informations. Je rappelle donc que plusieurs personnels d'Action contre la faim avaient été assassinés donc, au Sri Lanka. Voilà, et pourquoi ACF? Alors bien sûr, ce sont des personnes des Sri Lankais qui ont été massacrés, mais ils étaient parmi 200 civils qui ont subi le même sort, et les corps étaient brûlés, donc les convois étaient forcés. Le CICR était sur place, dans le périmètre, et c'est ce qui s'est passé en même temps que le général Ulf Eriksson de la Sri Lanka Monitoring Mission qui a fait un rapport qui est à Colombo. Donc voilà, donc effectivement là on est confronté en tant qu'ONG dans des réalités de violation du DIH, mais le Sri Lanka à ma connaissance n'est pas signataire d'ailleurs des conventions de Genève, où ça serait plutôt récent. Si. Protocole. Des protocoles. Pas des protocoles. Pas des protocoles. Des conventions, mais pas des protocoles. Pas des cas de protocole.